Est devenu Bismarck après avoir quitté son poste. Bismarck est connu pour avoir été le chancelier de la Prusse et de l'Empire d'Allemagne de 1862 à 1890. Mais il est surtout connu pour avoir unifié les États allemands pour en faire la plus grande puissance européenne de la fin du 19e siècle. Mais en 1890, Bismarck est forcé par l'empereur Guillaume II de démissionner. Et c'est à partir de cet instant qu'une bataille d'images entre lui et Guillaume II débute. Au départ, le gouvernement et la population estiment que ce renvoi sera bénéfique pour l'Allemagne et lui permettrait de s'ouvrir à une nouvelle politique. Et pourtant, dès 1890, de nombreux admirateurs de l'ancien chancelier ont fait le chemin jusqu'à sa résidence pour le voir. Pour son anniversaire, il reçoit de nombreuses lettres et pour le jour de ses 80 ans en 1895, c'est une ambiance de fête nationale qui touche la Prusse. Des portraits de Bismarck sont placardés dans les rues et les écoles sont fermées. Mais ça déplaît fortement à Guillaume II. Pour marquer la césure avec Bismarck, Guillaume II commence par retirer les bustes de l'ex-chancelier, à interdire les parades le jour de son anniversaire et à surveiller et intimider ceux qui veulent visiter sa résidence. Ensuite, les historiens allemands de l'époque mettent en avant le rôle de l'empereur Guillaume Ier dans l'unification allemande. Guillaume II lui donnera le surnom de Guillaume le Grand, ou l'empereur héroïque. L'empereur fait tout pour occulter le rôle de Bismarck dans l'unification allemande, allant même jusqu'à le faire disparaître de certains manuels scolaires. Toutefois, la sauce ne prend pas auprès des Allemands et de certains historiens, car même si Bismarck n'était pas apprécié en tant que chancelier, à cause de son caractère despotique, il était toujours perçu comme le vrai unificateur de l'Allemagne. C'est d'ailleurs ce que Bismarck soutenait dans ses mémoires, et il en profite aussi pour dénoncer les maladresses de Guillaume II à travers la presse. Mais le meilleur reste à venir. Déjà, la publication des mémoires de Bismarck a été préparée à l'avance. Le premier tome sortira à sa mort, et le deuxième à la mort de Guillaume II, pour profiter de l'actualité. En plus de cela, Bismarck organise dès sa retraite une classification des documents et archives qui le concernent en fonction de ceux qu'il qualifie d'utiles pour l'historien. À sa mort en 1898, c'est sa femme puis son fils qui continueront de classer les archives pour faire de Bismarck le seul architecte de l'unification allemande dans les livres d'histoire. C'était la dernière bataille que Bismarck a menée, et il l'a gagnée face à son empereur, qui, en entraînant son pays dans la guerre, a provoqué sa chute avant de mourir en exil. Voilà comment Bismarck a gagné la bataille de l'image et de la mémoire, jusqu'à ce que les historiens s'emparent du sujet. En analysant ses mémoires, ils ont découvert que presque tout était faux. Les mémoires n'étaient pas une source historique fiable, mais plus un recueil de souvenirs qui analyse les événements d'un point de vue subjectif. Et désormais, la mémoire a laissé place à la rigueur scientifique. Mais ce qui montre le plus la victoire de Bismarck dans cette bataille des images, c'est ce tableau, la proclamation impériale de Anton von Werner. Ce tableau, vous l'avez sûrement déjà vu. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe plusieurs versions de cette peinture. Dans la première version de 1877, alors que Guillaume Ier proclame l'Empire allemand, Bismarck est vêtu de noir et se confond dans la masse des princes allemands. Cependant, dans la troisième version de 1885, Bismarck se distingue des princes par son uniforme blanc. Il est devant eux, la jambe en direction de Guillaume Ier, au milieu du tableau, et toute la lumière est concentrée sur lui. En bref, Bismarck apparaît comme le vrai unificateur de l'Allemagne. Et devinez quelle version du tableau apparaît dans tous les manuels scolaires? C'est la troisième.